Ils m'ont donné la force qui m'aide toujours aujourd'hui. Je sais que mes vraies racines sont là, au cœur des îles. J'ai le désir de témoigner de la culture, des cultures insulaires, et d'en devenir en quelque sorte un des ambassadeurs. Je voudrais montrer qu'il y a dans ces savoir-faire ancestraux nombre de leçons à retenir, et qu'il y a dans cette communion des hommes et des éléments quelque chose que nous avons oublié et qu'il nous reste à réapprendre. C'est cela des îles et des hommes. Mayotte. Les livres disent qu'elle est située dans l'océan Indien entre Madagascar et les côtes africaines et qu'elle appartient à l'archipel des Comores. Formée par l'éruption de volcans sous-marins, c'est une île dont les petites montagnes s'élèvent à près de 700 mètres. Mais surtout, elle possède un des plus grands et des plus beaux lagons du monde, entouré d'une barrière de corail de 160 km de long. Mais pour connaître Mayotte, les livres ne suffisent pas. Il me faut un guide. Ce guide, c'est Daorina. Née dans le sud de l'île, elle est l'aînée d'une fratrie de 8 enfants. Et elle fut la première fille de son village à être scolarisée. Daorina, c'est la mémoire de Mayotte, mais aussi le témoin de la vie quotidienne des Maoris. Par sa voix, c'est son île qui parle. L'île de la mort est le nom donné à Mayotte par les Arabes qui voulaient y faire escale. Leurs bateaux allaient brusquement heurter le récif et nombreux sont ceux qui y perdaient la vie. Mais bien avant, la terre a vibré et a donné naissance à Mayotte. Daorina, tu seras mon repère et je reviendrai te voir à chaque étape de mon voyage. Voici l'île et voici son peuple, issu d'un métissage entre les populations d'origine africaine, malgache et arabe. Mayotte compte aujourd'hui près de 200 000 habitants. La moyenne d'âge est de 22 ans. Une population dont le nombre a été multiplié par 5 au cours des 35 dernières années. Depuis que je suis arrivé ici, je me pose plein de questions. D'abord sur cette jeunesse. Comment se débrouille-t-elle prise entre la modernité et le respect des traditions, si forte dans cette île? Pourquoi le mariage, le grand mariage comme on dit, reste-t-il l'événement majeur pour les individus, mais aussi pour la société mahoraise? Et puis pourquoi, contrairement à d'autres colonisés, et notamment aux Calédoniens, l'immense majorité des Mahorais ont-ils toujours voulu être français? Quant à l'islam, si présent ici puisque 95% des Mahorais sont musulmans, quelle est vraiment sa place au milieu des croyances et des traditions? Comment a-t-il été adapté pour être adopté? Voilà quelques-unes des questions auxquelles j'espère pouvoir répondre durant ce voyage. La mangrove est un berceau pour les animaux et un rempart pour les villages. Les enfants craignent de s'y aventurer car les djinns y sont présents. La mangrove, c'est ce milieu composé de palétuviers qui ont leurs racines à la fois dans et hors de l'eau et qui protègent l'écosystème de l'île. D'abord parce qu'elle préserve le littoral des vagues, du vent et des orages. Ensuite parce qu'elle empêche toutes les matières organiques qui viennent des rivières d'attaquer le lagon et d'asphyxier le corail. Super. Pour la visiter, rien ne vaut la pirogue de mon ami Zaïdou Ahmed. Elle est belle ta mangrove. J'aime venir ici parce que c'est surtout pour le calme. Le calme, et c'est un endroit où la nature s'exprime tout librement, quoi. Depuis quand tu connais la mangrove? Depuis tout petit. En fait, on nous interdisait de venir ici parce que y a les djinns. Les djinns, c'est quoi les djinns? C'est les esprits un peu maléfiques là qui vous reposent croyez à ici. ça? Hein? Vous croyez à ça aussi? Oui, à la base, notre religion n'a pas toujours été musulmane. Hein. On est animiste d'abord, hein, parce qu'on est d'origine africaine. Donc voilà, les djinns font partie de nos croyances. Mais alors, t'as vu qu'il n'y avait pas de djinns ici? Je sais pas. Ah, tu crois toujours? Je sais pas s'il y en a, j'avais pas vu, mais bon, je sais pas. Pourquoi cette culture du djinn? L'éducation à Mayotte est à la base, hein, elle est faite surtout de façon dissuasive. C'est-à-dire qu'on est des familles nombreuses, on est dans la subsistance, il faut se nourrir avant tout. Et donc, empêcher les accidents chez les enfants,
Avant tout, c'était ça, c'était leur faire peur pour qu'ils n'aillent pas se baigner à la mer de peur de se noyer. Hein. Et qu'est-ce qu'elle apporte, cette mangrove, alors? Elle apporte déjà protection à l'île, hein, parce que là où il y a la mangrove, en général, la montée des eaux ne se fait pas trop ressentir. Hein. Et puis c'est pouponnière pour les poissons, pour les crabes. Est-ce que vous mangez les crabes? Ah non, dans la culture mahoraise, on ne mange pas les crabes. Ben, c'est bon pour moi. Moi, j'adore ça. Les crabes de Palétuvier. Koutouba, vous dites. Cocotupa. Comment? Cocotupa. 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 Ah, j'aimerais bien avoir du cocotupa. Le cocotupa. Je vais pouvoir faire une petite grillade ou... Je suis peut-être en train de te dire une connerie, parce que cocotupa, non, c'est Kalafuba. Ah, tu vois? Cocotupa, c'est le... Mais c'est en quelle langue tu parles? Hein? C'est quelle langue ça? Ça, c'est le Shimaoré. Shimaoré. C'est Kalafuba. Kalafuba. Ouais. Il y a combien de langues ici? Il y en a deux? Oui, deux dialectes. C'est le Shimaoré. Le Shimaoré qui est dérivé du Swahili, hein, de l'Afrique. Et le Shibushi, qui est, qui est un dérivé du malgache. On arrive en retard pour les crabes, là, je crois. Oh non. Crabes, c'est très tôt le matin. Ah, t'entends les martins pêcheurs, là? Je vois, j'en ai vu un passer. Ouais. T'as vu, j'ai aperçu un pêcheur, là. Ils pêchent des crabes. Ah, des crabes! Ah! Comment on appelle ça, déjà? Les Kalafuba. C'est les Kalafuba? Ah, bah, je vais voir ça. Tu peux le montrer, hein? Non, mais je monte. Oh, bon, d'accord, je suis dans le Kalafuba, là. C'est pour montrer comme quoi le Kalafuba, c'est comme chez moi. Ahmed, merci, hein. C'était juste pour montrer à mes amis, là. Parce que c'est un bon Kalafuba, surtout quand il est bien rôti. En fait, bon, là, il va aller les vendre chez les métros, là. Ah, mais je vais l'acheter, j'aurais dû l'acheter, moi. Fallait me dire ça avant. Ah bon? C'est magnifique, en tout cas. Nous aussi, on a des mangroves en Nouvelle-Calédonie, mais aussi grandes, aussi larges. Mais nous, on le protège déjà. Non, ici, en fait, c'est cette culture de protection de l'environnement, de lutte contre la pollution. Ça, c'est très récent. Hein. En fait, Mayotte a vécu quasiment 4 générations d'évolution en une seule, quoi. En gros, presque une vingtaine d'années, on a peut-être vécu ce que les métropolitains ont vécu des années 50 à aujourd'hui. Mais être maoré aujourd'hui, c'est être comment? Être maoré, c'est avoir les fesses entre deux chaises. Pourquoi? On se retrouve, voilà, on s'identifie à l'Occident et en même temps, voilà, on a quand même des comportements et une mentalité qui nous est propre. Vous savez, souvent l'exemple qu'on prend chez nous, c'est que à l'époque, on mangeait des choses qui étaient naturelles, on jetait tout partout, mais ça posait aucun problème. Maintenant, on garde quand même la mentalité de ça, sauf que c'est avec des canettes et des sacs plastiques, ce qui donne plus le même résultat. C'est un bond en avant rapide? Disons que c'est rapide et trop rapide en même temps. Parce que ça a créé une cassure là, tu vois, entre les générations. Du coup, ça se transmet plus, la culture. En fait, là, l'apprentissage va être renversé, entre guillemets. Les jeunes... C'est les jeunes qui apprennent aux anciens comment utiliser le téléphone portable, bientôt Internet, voilà, tout ça. Sans avoir la sagesse, en plus. Pas toujours. Malheureusement, pas toujours. Merci Zaïdou. Je retiens ta phrase. Les jeunes vont transmettre le monde moderne aux anciens. Mais justement, il y a ce monde qui s'accélère
et puis les traditions et la religion qui comptent encore énormément. Ici, l'islam est omniprésent et il n'est pas rare que les enfants se rendent très tôt à l'école coranique avant d'aller à l'école laïque. Voici la mosquée de Tsingoni. Elle a près de 500 ans. C'est la plus vieille mosquée de Mayotte et donc de France. L'islam mahorais est de rite sunnite. C'est un islam modéré et tolérant. D'ailleurs, je m'apercevrai qu'il intègre volontiers des rites qui ne sont pas toujours les siens. Mais ce que je voudrais vous faire découvrir, c'est une cérémonie qu'organise à Mayotte, 1 à 2 fois par semaine, les confréries soufis, le daïra. Le soufisme peut prendre des formes très diverses, mais il repose toujours sur le même principe mystique, la remémoration et la répétition des prières à Allah. Mieux vaut se reposer avant la cérémonie, car ensuite il va falloir danser et chanter jusqu'au bout de la nuit en invoquant le nom de Dieu. C'est une bénédiction pour les hommes de la confrérie du prophète Mahomet de l'avoir accueilli le jour de son arrivée sur leur terre à Médine. Le daïra est une manifestation communautaire dont la préparation occupe dès le matin pratiquement l'ensemble du village. Il commence toujours par le sacrifice des ébus, un rite qui est d'ailleurs celui de tous les événements importants à Mayotte, des mariages jusqu'aux enterrements. Écoutez les explications de Salami Bako. C'est comme ça directement. Voilà, comme ça directement. Et la façon dont on tue les ébus, c'est toujours la même chose. Ça n'a jamais été autre, c'est toujours spécifique. C'est spécifiquement mahoraise, la façon dont on tue les ébus, c'est comme ça. Il faut dire aussi qu'en quelque sorte, quand on positionne les ébus comme ça, on les positionne vers la Mecque. C'est pour rendre à Allah les ébus, c'est surtout de les positionner vers la Mecque. Donc la Mecque, c'est par là-bas. En quelque sorte, ouais. C'est toujours comme ça. Avant de tuer les ébus, il faut toujours se dire, et ça c'est important, dire le mot Bismillahirrahmanirrahim. Le mot Bismillahirrahmanirrahim sert à purifier les ébus et rendre la viande vraiment halal. Donc, là-dessus, je m'excuse parce que je me suis trompé en fait du mot. Tout à l'heure, j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim. Notre Fungi, je viens de lui poser la question parce que j'avais une doute sur ça. Donc Fungi, son statut? C'est les grands Fundis du village. C'est nos parents, nos Fundis, ils sont eux qui nous ont appris en fait c'est le message du village. Et là, il m'a corrigé, effectivement, je me suis trompé. Il a normalement on doit se dire Bismillah, Allahu Akbar. Ensuite, la viande est découpée et vendue. Chacun en achète 2 kilos, un pour soi et un autre pour les invités venus des autres villages. Car le daïra fonctionne comme une tournée. Un village l'organise avant qu'un autre ne le fasse à son tour, quelques jours plus tard. Les contes sont notés sur un carnet, en arabe. C'est la seule langue que connaissent les anciens qui n'ont fréquenté que l'école coranique. Ce genre de sacrifice restera-t-il compatible avec l'application de la loi et des règlements français? C'est une vraie question. Demain, c'est la départementalisation. Ouais. Est-ce qu'on aura la même approche technique? La départementalisation n'oblige pas la population mahoraise à abandonner ses coutumes. Au contraire, il faut quand même garder le patrimoine. Maintenant, après, ça peut être, peut-être la loi peut
interdire la façon de service vétérinaire. Mais bon, même là, il est obligé de donner parce qu'ils ont, toutes les vaches, ils ont des plaques vétérinaires avec des suivis médicaux. Moi, depuis que je suis né, j'ai vu, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris les flambeaux et j'aimerais bien qu'en fait, les autres de mes enfants ou mes arrière-enfants prennent aussi le même ampleur de coutume. Ce serait plus génial quand même. J'espère pour toi que tu seras entendu, mais j'ai quelques doutes. La répartition des tâches est simple. Aux hommes, les courses. Aux femmes, dont certaines portent un masque fait de bois de santal, de pierres de corail et d'eau, la préparation des repas. C'est que tout au long de la cérémonie, on consommera des centaines de kilos de riz, de bananes, de poissons ou de manioc. Si les femmes ne sont pas admises à la mosquée, elles ne sont pas pour autant exclues du daïra. Comme chez les hommes, leurs chants sont aussi une évocation de Dieu. D'ailleurs, les femmes ont leur propre cérémonie soufie, le débat, où elles chantent et dansent sur la place du village. Enfin, le grand moment arrive. Les hommes du village et leurs invités se réunissent dans la mosquée. Il est environ 23 heures. Les onomatopées, mêlées aux extraits du Coran, rythment la danse. Au centre, le cher ou le fundi, le sage, donne le tempo. De chaque côté de lui, les dahalas, des groupes de danseurs du village organisateur, ou venus en voisin. Tout en invoquant le nom de Dieu, ils vont entrer en transe et danser toute la nuit. Pour assister au daïra, j'ai bien sûr revêtu la même tenue qu'eux, le kanzu. Ils m'ont proposé de participer à leur danse. Je n'ai pas souhaité le faire. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas leur foi, ni leur culte. Bien au contraire. Mais je ne suis pas musulman et je n'ai pas voulu me mêler à un rite qui n'est pas le mien. Je les ai simplement regardés danser jusqu'au petit matin. Je vais vous raconter maintenant une histoire aussi bouleversante qu'extraordinaire. Une histoire de femme, une histoire de résistance et de courage qui montre le rôle capital que les femmes mahoraises ont joué pour obtenir le rattachement de Mayotte à la France. Cette histoire, c'est celle des chatouilleuses. La femme mahoraise a pris en main la destinée de Mayotte en disant « Non, nous n'en voulons pas !» J'ai rencontré une de ces femmes, une des survivantes de ce mouvement de résistance. Elle est très âgée. Son nom est Chat Sidi. Mais ici, on l'appelle Mama Boulé. Le mouvement des chatouilleuses est né en 1966, lorsque Mayotte fut placée sous la dépendance du gouvernement comorien. Les Mahorais, qui eux refusent l'indépendance vis-à-vis de la France, ne supportent pas cette mainmise des Comoriens sur leur destin. Alors ce sont ces femmes qui vont agir, mais qui vont le faire sans aucune violence.
de l'indépendance à la merde, à la con. M'excusez le terme. Deux questions me hantent. La première est de savoir pourquoi ici à Mayotte, ce sont les femmes qui ont pris la tête du combat. La seconde est de comprendre pourquoi, alors que tant d'autres peuples luttaient pour l'indépendance, il y a toujours eu chez les Mahorais cet attachement à la France. Mama Bolé, pourquoi les chatouilleuses? Nous les chatouillons lorsque les élus venaient faire leur propagande. Comme toi, tu veux me voir. On les chatouillait jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils partent. Parce que nous ne pouvions pas nous battre. Mais on ne se laissait pas faire. Hein. C'était notre manière de nous bagarrer. On les chatouillait jusqu'à l'épuisement. Parce qu'on peut en mourir, hein, tu sais. Ouais, mais donc chatouiller, ça le faisait rire? Ça le faisait quoi? Au début, ils pensaient que c'était une plaisanterie, alors que pour nous, c'était vraiment du sérieux. Dans ces manifestations, les femmes sont au premier rang parce que, contrairement aux hommes, elles ne risquent pas la déportation. Et pourtant, malgré sa non-violence, cette résistance pacifique des femmes sera durement réprimée. Le 13 octobre 1969, les forces de l'ordre comoriennes ouvrent le feu et tue l'une de ses chatouilleuses. Elle s'appelait Zakia Madi. Elle sera la martyre du mouvement. En voyant les agissements des politiciens, cela nous a encore plus motivés à continuer le combat. Nous avons insisté, on se devait d'insister. On s'est dit que l'on ne devait pas lâcher prise, parce que sinon, la France ne nous prendrait pas au sérieux et penserait que nous sommes des rigolotes. Et la France pourrait même se rallier aux Comores et nous laisser mourir. 50 ans après, le désir est devenu réalité. Qu'est-ce que vous attendez de la France maintenant? Nous attendons de notre France qu'elle nous améliore notre vie et qu'elle nous donne de l'argent parce que nous sommes pauvres et que l'on en fasse bon usage. Surtout pour moi qui suis une grand-mère, pour que je puisse acheter mon sucre. Car la France a bon cœur, elle est généreuse et c'est ça la France. Je disais à mes compagnons de combat de persister, de ne pas faire de faux pas. Parce que si on lâchait prise, la France pourrait se retourner contre nous. Il faut lui prouver notre noblesse et qu'elle sache vraiment tout l'amour que l'on a pour elle. Merci. Merci, Mama Bolé. Je n'oublierai jamais ton regard, ton courage. À bientôt. Autre question bien différente et que j'appréhende un peu, celle des esprits qui sont ici, si présents. Je vais rencontrer Atoumane, un fundi, un guérisseur, au moment même où il se prépare pour une marumba, une séance d'exorcisme. Mayotte vit avec les coutumes africaines. Zabianta, Jaloud, Alexandre, Patrosi, Ngala, Rumbu, ces djinns savent faire de bonnes choses comme de mauvaises. Les djinns, ces esprits invisibles qui peuplent la mangrove et peuvent prendre toutes sortes de formes. C'est donc de cela qu'il s'agit. L'islam et le Coran d'ailleurs reconnaissent leur existence. Mais comment se manifestent-ils? C'est ce que je vais demander à Atoumane, le guérisseur. Karibou. GG Atoumane. Njema. Donc vous êtes guérisseur. Oui. Et en même temps, Je suis fondé, j'ai des esprits sur moi. qui sont ces esprits? Ces esprits, ce sont des gens qui... On ne les voit pas. Ils sont invisibles Ils sont invisibles, mais ils rentrent dans les corps de chacun. dans le corps. Ou dans l'esprit de... Oui, oui.
Cette femme qui se dit possédée est venue spécialement de Marseille pour la cérémonie. Ici encore, l'événement réunit l'ensemble de la communauté. Tout le monde participe à la marumba, le Fundi et ses disciples, mais aussi les habitants du village, les amis et la famille de la possédée. Tout l'art du Fundi pendant cette marumba sera de faire sortir les esprits, ces fameux djinns, qui se sont logés dans le corps de cette femme. On va d'abord les applaudir pour les réveiller, ensuite leur offrir, pour les amadouer, tout ce qu'ils veulent de nourriture et de boissons. Ce que j'ai là, c'est un don que je ne sais pas d'où ça vient. Dieu vous a donné ça? Ou un autre esprit? Ou Allah? Parce que vous êtes aussi musulman? Oui, on est musulman. Pour faire ça, on fait toujours la prière. D'accord, il y a des Je ne incantations. peux pas décider que je vais te guérir, toi, sans demander au bon Dieu. D'accord, mais l'esprit qui pénètre en Aussi. vous, c'est qui? Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs esprits. Beaucoup. Comme c'est lui qui soigne là, qui est tout le temps avec moi, il s'appelle Zabianta. Mais il a des familles encore. Il y a Warit, il y a Ifrit, Et ça, c'est il y a Nawari. Ce sont des esprits, oui, qui soignent. Mais l'esprit, s'il n'arrive pas à soigner telle maladie, ils disent carrément va à l'hôpital, c'est pas à moi de te faire soigner. D'accord. Oui, oui. Dans la marumba, le Fundi et ses aides prêtent leur savoir, se servent de leurs dons. Mais les véritables maîtres de la cérémonie, ce sont les djinns eux-mêmes. Ce sont eux qui commandent. C'est pour eux qu'on se nourrit, c'est pour les contenter qu'on boit du parfum. C'est pour les honorer qu'on entre en transe. Ben, ces gens qui viennent vous voir, ils vous donnent quelque chose en échange? Ils donnent, mais à leur volonté. Mais moi, l'esprit est fâché quand je demande. C'est la volonté de la personne. Et vous, ça vous fait du bien de pouvoir guérir quelqu'un d'autre? Comme j'ai pitié, pas trop bien, mais c'est comme aide. Parce que puisque je suis un homme, tu es un homme, je ne vais pas te voir souffrir. Je tenais évidemment à être le témoin de cette cérémonie. Mais je ne peux pas dire que je me sois senti très à l'aise. Dans mon île aussi, on croit aux esprits. Mais ce ne sont pas les mêmes. Mayotte change. En 10 ans, la consommation a été multipliée par 3. Le SMIC mahorais, qui était très inférieur au SMIC national, atteint aujourd'hui 80% de celui-ci. Les logements sont de mieux en mieux équipés. Voilà ce que disent les chiffres. Mais dans les villages, beaucoup de femmes continuent de laver le linge à la rivière. Bonjour mesdames. Une tradition ancestrale apparemment innocente. Et pourtant, l'utilisation des lessives est à l'origine de la pollution des rivières et de la disparition de la mangrove. Mais Daorina veut me parler d'une autre tradition. Une belle petite case embellie à l'intérieur comme à l'extérieur par les jeunes garçons qui ne sont pas encore des hommes parce qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Ils viennent tout juste de quitter le foyer maternel pour habiter dans leur banga et pour charmer les jeunes filles. Ces petites cabanes dont parle Daorina, construites à l'écart des villages, ce sont des bangas. Une tradition qui met une certaine distance entre les garçons et leurs familles, et notamment leurs sœurs, et leur permet de vivre leur adolescence avec plus de liberté. Bonjour. Alors, Chidou, c'est toi? Oui, c'est moi, Chidou. Fidou? Oui, c'est Ça va? C'est vous. Ah, merci. Waouh. Bah, C'est ça le banga? c'est ça le banga, on est là, nous. Ouais. C'est quoi le banga? Le banga, c'est... Le banga, c'est là où on habite, nous, les jeunes, quoi. Mais
On dort là et Mais à partir de quel âge vous avez ce banga-là? à partir de 15 ans. 15 ans? Oh, 15 ans. 15 ans. Ouais. D'accord, c'est pour vous séparer de vos sœurs au Ouais, départ, voilà. c'est ça? Oui, c'est ça. Comme des fois on est nombreux à la maison, donc on construit nos bangas ailleurs, quoi. Et ça, c'est que pour les hommes, Ouais, que pour les hommes, ouais. pas pour les filles. Les filles restent à la maison. Ouais. En attendant le mariage, ouais. En attendant le mariage. Mais vous pouvez inviter les filles quand même. Oui. Des fois les filles sont invitées, ouais. Et comment ça se passe? On passe le temps à discuter, voilà, de la vie à gauche à droite, quoi. C'est tout, sans plus. C'est en plus, quoi. Vous êtes sûr? Oui. Sans plus. Sauf qu'à l'arrière de chaque banga, il y a une sorte de fenêtre dérobée à hauteur de sol. Une façon pour une fille de rejoindre discrètement son amoureux. Ok, ben on va bien parler entre hommes. Et au niveau de la sexualité, est-ce que vous découvriez ou bien il faut vraiment attendre le mariage? Non, mais sincèrement, il y a pas toutes les filles qui sont hein, voilà, quoi. Ah, qui sont ouvertes à la discussion. Ouais. Ok. Ben c'est bien, non? C'est bien mieux pour vous, non? Ouais. C'est très bien comme ça. C'est bien, ouais. Viens, emmène-moi un peu de Jacques, non? Avec la tchatch, ça. Tu partages ou tu partages pas? Non, je suis pas du tout. Ah, ben c'est gentil. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça c'est très bon. Moi j'en fais moi aussi. Ouais, tu vois? Ouais. Mais alors vous êtes obligé toujours pour manger retourner à la maison? Ouais. Non, pas toujours. Hein. Des fois on fait le volet, là, des fois... C'est quoi le volet? Le volet, en fait c'est un petit pique-nique, quoi. Le voulé, les bangas, autant de moyens pour cette jeunesse d'échapper de temps à autre au contrôle pressant des parents, des adultes, de la communauté, du village. Et s'agissant de la jeunesse, je voudrais vous montrer quelque chose de très étonnant, qui tient à la fois du combat de boxe, de la parade, du rituel et de l'éducation des garçons. C'est aussi une façon d'évacuer les tensions entre individus ou entre représentants de villages rivaux. C'est le murengue, qui veut dire à peu près « prends-le ». Ici, contrairement à la boxe, il n'y a pas de catégorie de poids. Les combats sont donc parfois très déséquilibrés. On peut bien sûr s'arrêter à tout instant, mais à condition de reconnaître la victoire de l'adversaire. Même si toi, tu vois quelqu'un que tu peux le bagarrer avec, tu peux rentrer. Tu es la bienvenue, tu le prends. Après, c'est homme à homme. Le murengue se pratique dès le plus jeune âge. Il y a des règles. Il ne faut pas amordre les gens. Il ne faut pas les donner un coup de pied. Le reste, c'est chacun des merdes. Si tu vois que tu l'as poussé, tu peux les laisser, c'est le jeu. Et danser, voilà, et te montrer que tu es le meilleur. C'est pas la question de les tuer. Non, c'est les battre, de dire que voilà, tu es le meilleur. Il commence souvent par une danse qui ressemble à une parade dans le but non avoué et d'impressionner les filles. Ils arrêtent? Non, parce qu'il ne veut pas que ça fait mal, c'est un jeu. Sinon, s'il les laisse, ils vont se tuer, quoi. Ah ouais? Des fois, il y a même des morts. Même il y a des morts, hein. Ah oui? Oui, il y a des gens qui KO. Quelqu'un qui tape, il est KO, quoi. Ah oui?
y a cette pratique autour de ces enfants-là. Vous les éduquez en même temps? Oui. Vous pratiquez... Le Mourengue, c'est la grande éducation des Maoris. C'est la plus grande éducation. Parce que c'est là où tu apprends à être un homme. On a oublié les Mourengues, tu attends les gens qui s'entretuent entre couteaux et tout ça. Des armes blanches, avec des armes blanches, et ça, c'est pas notre coutume. Donc c'est là où on veut lancer. En même temps, c'est un apprentissage. D'accord. Même s'il peut paraître étrange et extrêmement violent parfois, ce combat à main nue évite sans doute des règlements de compte bien plus graves à coups de couteau ou de machette. Les machettes, on les sort pour autre chose ici. Pour l'ilang-ilang, cet arbre dont les fleurs servent à la fabrication des parfums et des huiles essentielles. L'ilang-ilang a longtemps été la seule et grande richesse de l'île. Sa culture recouvre 500 hectares, répartis en petites exploitations, aux mains de 320 producteurs. Bonjour. Voici l'un d'eux, Hassani Souleymane. T'es pas perdu, toi? Non, ça va. Assez matinal quand même, pour une fois. Ah ouais, voilà, hein, les dingues, il faut le cueillir tôt. Hein. Tôt. Très tôt, avant que le soleil s'élève. D'accord, mais... Là, d'ailleurs, là, il faut qu'on y aille. Il y a l'équipe de cueilleuse, là. Hein. On va cueillir. Ton papa? Ouais, c'est mon papa, je te présente mon père. Ah, il est concentré. Tiro Christian. Enchanté, tu le remercies de nous laisser rentrer dans sa propriété. On a Kubadi embasé avec. Qu'est-ce qu'il confectionne là? Ce sont les paniers pour ramasser les fleurs. D'ailleurs, le tien, il est Ça va là. devenir comme ça. Ah, ça c'est le mien ça? Ça, c'est le tien, oui. Ah, il est beau. T'as intérêt à le remplir. D'accord, mes collègues sont déjà partis alors? Les collègues sont déjà partis, oui. À l'état sauvage, ces arbres peuvent atteindre 25 ou 30 mètres. Pour les cultiver, on se sert de poids afin de réduire leur croissance. Longtemps utilisées pour le camp des grands parfumeurs, les fleurs de l'ilang-ilang servent surtout aujourd'hui à la fabrication d'huiles essentielles. On dit que leur arôme a des vertus antiseptiques et même aphrodisiaques. Mayotte fournit plus de 14% de la production mondiale. Tu es vite ma copine là. Elle va me dépasser. Tu crois qu'on va pouvoir en cueillir des kilos? Ben j'essaye hein. Que de la bonne qualité. Ah ouais. Ah mais je crois que je suis gâté. C'est ça, c'est mûr, hein. Il faut que ce soit jaune. Hein. Voilà, celui-là, il est bon. Ça y est, hein, t'es déjà un expert. Hein. Non mais j'ai vu la dame là. Ah ouais? Là, il faut bien que je regarde comment... Ah ouais. Il faut combien de paniers par exemple pour avoir une... Combien de paniers? Oui. Il en faudra beaucoup. Hein. 100, 200. Là, notre objectif aujourd'hui, c'est de cueillir 5 kilos. Combien de kilos? 5 kilos. 5. 100 kilos de fleurs, t'as 2,5 kilos d'huile, normalement. 2,5 kilos d'huile seulement? Seulement, ouais, au bout de 24 heures de distillation. La distillation se fait à l'eau dans des alambics. Elle peut durer de 10 à 24 heures, mais c'est dans les 2 premières heures qu'on recueille les meilleures fractions. Pour 1 litre d'huile, il faut compter au moins 50 kilos de fleurs. On vérifie les jeunes pousses que j'ai pris. Pas tricher, hein. Ouais, voilà. Hein. Combien? 2 kilos. Ah bah tu vois. Ah, je t'ai sous-estimé, hein. 2 kilos en 2 heures, pour me faire, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais c'est gentil. Si j'avais été payé comme ces cueilleuses, j'aurais gagné 1,20 €. Cela peut paraître dérisoire. Et pourtant, Mayotte doit faire face à la concurrence des Comores et de Madagascar, où la main-d'œuvre est encore moins chère. Quand j'ai constaté ça, j'ai commencé à vouloir développer et à vouloir augmenter les revenus de mon père. C'est-à-dire que j'ai récupéré ces huiles, j'ai mettais dans des petits flacons et j'ai vendais en détail aux touristes. J'ai commencé à faire des visites guidées sur l'exploitation pour montrer le travail, pour valoriser son travail, ce qui me faisait connaître et ce qui me permettait de vendre ensuite ma production. Directement. Depuis que j'ai fait ça, en fait, son chiffre d'affaires a été multiplié par plusieurs, par 3.
Donc, et cela dit, il n'avait pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que c'est facile de le multiplier partout. Ça, il demande à ton père si j'ai fait une bonne cueillette quand même. Allez, Azintsongo. Azintsongo Mzuri. Elle dit que tu as bien cueilli, en plus. De bonne qualité en plus. De bonne qualité et tu as pris très très vite. Tu as regardé une fois et tu as pris pour la plupart des cueilleuses. Tu as cueilli mieux que la plupart des cueilleuses. Ah, bah c'est gentil. Hassani et les petits propriétaires s'organisent au mieux pour sauver la principale richesse de l'île, dans un système économique qui repose principalement sur les subventions publiques. Et pourtant, Daourina, dans cette économie si fragile, il reste une chose essentielle à Mayotte pour laquelle on est prêt à dépenser des sommes folles. On escorte l'homme vers sa troisième demeure. Il est né chez sa mère. Il a vécu dans son banga. Et enfin, on l'accompagne chez son épouse, sous les champs du Manzaraka. Le mariage, le grand mariage, une fête exceptionnelle d'une semaine qui va sceller l'union d'un couple pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, car les époux se sont déjà officiellement mariés, parfois depuis plusieurs années, avant de pouvoir réunir la somme nécessaire à cette cérémonie. C'est l'événement le plus important dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, mais aussi de tous ceux qui les entourent. Un événement pour lequel on dépense sans compter, que ce soit pour la cérémonie elle-même ou pour la dot de la jeune mariée. Les mères des époux appartiennent à des chamas, des associations de femmes qui fournissent à chaque famille l'aide logistique et financière nécessaire. Quant à la jeune mariée, elle attend de la maison construite par sa famille et dont elle n'a pas le droit de sortir. Oui. Oui. Bonjour Ariane. Bonjour Christian. Je vois que tu es déjà prête. Oui. C'est quoi tout C'est aîné? C'est l'aîné ça? Oui, c'est l'aîné. Je m'assois. Hein. Pas de souci, je vous en prie. Je peux? Bien sûr. Donc avant chaque mariage on fait ça? Chaque mariage on fait ça. Et ça, depuis quand ils ont commencé ou à faire hier, le travail? on l'a fait hier. Hier matin? Hier, non, dans l'après-midi, jusqu'au soir. Il va pas m'engueuler le mari là, de regarder tout ça? Avant lui? Non, moi ça se fait pas, mais vous n'êtes pas le mari, donc... Pour Abdillah, le futur époux, la journée a commencé par la prière à la mosquée. Oh, il n'y a pas de pression, c'est bon là. Comment tu te sens avant ton mariage? Ben, elle stresse. Un petit peu, oui. Attends, tu connais ton mari déjà? Je connais, c'est vrai, mais après, il y a toute une organisation. Il faut que la belle famille soit bien accueillie. Attends, j'ai vu tes cousines là, elles bossent. Hein? Oui, elles bossent, mais après, moi, je ne vois pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qui se passe dehors après. Donc tu n'as pas le droit de les voir, c'est ça? Je ne sortirai plus parce qu'il ne faut pas que mon mari me voie. Il faut qu'il me voie après, parce qu'après, il faut qu'il paye avant de me voir. Mais il n'y a que ton futur mari qui peut venir te voir? Non, tous ses frères, ses cousins et tout. Toute la belle famille en fait? Toute la belle famille. Et eux, ils doivent faire quoi pour venir te voir? Ils doivent payer aussi pareil. Machallah. Des tenues bling bling qui se marient à la tradition. À l'approche de la cérémonie, Abdillah revêt le joho, qui rappelle l'élégance des sultans indiens. Ok, on parle de mariage. Est-ce qu'à Mayotte, on a vécu la polygamie ou on vit encore de la polygamie? On vit encore. Pourquoi tu parles doucement? Parce que c'est quelque chose qui fait très mal. Mais vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut éradiquer ça avec la départementalisation? Il faut faire quoi? Ça va se dissiper seul? Elle ne va jamais disparaître la polygamie parce que moi je dirais maintenant c'est devenu comme en métropole avoir des maîtresses. Toi, la nouvelle mariée là? Je pense pas que ça peut bouger. Ça ne changera pas. Ça ne changera rien. Parce qu'il y a plus de femmes que les hommes. Donc il y a des femmes, voilà, il y a des femmes qui ont besoin aussi de mari. Donc je pense que ça va jamais changer. D'accord. Ça restera toujours pareil. Ok. Bah écoute, je te souhaite le meilleur. Merci. Et que Allah soit grand, comme on dit. Ok, merci.
Abdillah, je vois que t'es tout beau dans ton costume là. Oui. Dis-moi alors, t'es prêt? Oui, je suis prêt. T'as pas le droit de sourire en fait. Ouais, j'ai pas le droit de sourire. Et c'est dû à quoi? Ah bah, mon collègue il va t'expliquer pourquoi j'ai pas le droit de sourire. Ah, il faut que tu sois sérieux. Montrer aux gens que là, maintenant, il est responsable et qu'il ne sourit pas à n'importe quelle occasion. Ah ouais, et les autres doivent le tenter pour le faire sourire ou pas? Non, ils ne sont pas obligés, mais il y a d'autres personnes qui seront à côté, qui essayeront, mais... D'accord, mais toi t'es prêt à ne plus avoir un rictus? C'est bon là. Vient enfin l'heure du Manzaraka, le cortège nuptial, l'un des moments importants du grand mariage. Tout le village y est convié. 3 femmes marchent à reculons. De leurs éventails, elles rafraîchissent le marié et ses amis, qui, dans une lente procession, l'accompagnent jusqu'à la maison de son épouse. Derrière, les femmes ferment le cortège en chantant et dansant le mbiwi. Après une courte prière, le marié pénètre enfin dans la maison offerte au couple par le père de la mariée. Les 5 €, c'est bon. Tu vas donner chez moi et chez elle, dans sa famille, on s'est senti obligé de passer par là avant qu'on commence vraiment la vie. Pour moi, c'est un soulagement parce que c'est la coutume, c'est aussi la tradition, mais aussi c'est pour donner aussi l'exemple à ses sœurs, à ses petites sœurs. Très bien. Alors, ton point de vue, Ariane? Mais c'est soulagement aussi, comme il a dit. Mais je sais pas quoi dire. Ah, t'es ému. Bah, c'est vrai que c'est un... On va vous laisser parce que c'est aussi un moment à vous deux. Il arrive que les hommes livrent leurs secrets. Mais la nature, elle, reste-t-elle impénétrable? Ici, dès qu'on s'éloigne de l'océan, la forêt tropicale devient luxuriante. Elle regorge de manguiers, de bananiers, de cocotiers ou d'arbres à pain non loin desquels on apercevra les fameux maquis. J'ai demandé à Sidi, un des meilleurs connaisseurs de la forêt mahoraise, de me guider. Tu vois Christian, voilà nos amis les maquis qui sont là. Ce sont des lémuriens, on les appelle les lémures fulvus mayotensis. C'est une sous-espèce du lémurien de Madagascar, mais celui-ci s'est adapté à Mayotte, donc on peut le retrouver que chez nous à Mayotte. C'est très beau. Et vous le préservez, oui? C'est une espèce protégée à Mayotte. C'est très beau. Voilà. Et ils se déplacent toujours en groupe, en famille? Ils sont en famille d'une douzaine à peu près. Et ils se déplacent pas beaucoup. Ils occupent un petit territoire de environ quelques kilomètres carrés. Voilà. Ils ont la main, comme nous, ils ont cinq doigts. Il y a une légende à Mayotte qui dit que ce sont des hommes qui ont été transformés en maquis, justement. Mais au départ... C'est par une malédiction ou parce qu'on croit au djinn? On croit beaucoup au djinn, justement. On dit que ce sont des hommes des gens qui ont péché, donc on les a transformés en maquis. C'est pour cela que les maquis, chez nous, on les protège. Parce que si on leur fait du mal, c'est comme si on faisait du mal à un humain. D'accord. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ils font comme nous. Ils enterrent leurs morts, justement. Voilà. Donc, tu verras jamais un maquis pourrir
au bord de la route ou en forêt. Dès qu'il y en a un qui meurt, normalement, ils creusent, ils prennent des feuilles, ils le recouvrent et on dit qu'ils les enterrent. Ils enterrent leur mort. Je quitte Mayotte, emportant avec moi des mots, des expériences, des confidences, des partages, des moments de silence parfois et des rencontres évidemment. J'ai une pensée pour les clandestins venus des Comores que je n'ai pas pu rencontrer. Ils se cachent traqués par la gendarmerie. Mais ce que je retiens des Mahorais, c'est l'attachement qu'ils portent à leur culture. Tous m'ont demandé que serait un homme si on le privait de ses traditions, de ses racines. Ma réponse, vous l'imaginez facilement, est rien ou pas grand-chose.